De l'avion vers l'automobile. RCI DIAC. Bonjour. Alors on va parler en fait des scores de risque en production. Alors une présentation, c'est bien sûr Next. Allez-y, Oui, les micros vont être ouverts. Donc en fait, une présentation rapide de RCI Bank. Donc c'est une filiale de Renault, la filiale de financement de Renault. Alors il faut savoir que la DIAC, par contre, est la filiale française. RCI Bank est installée aujourd'hui dans environ une trentaine de pays. On voit lesquels sur le graphe. Alors maintenant, c'est plutôt RCI Bank et Services, parce qu'avant, on faisait essentiellement des financements pour les particuliers, les entreprises, ainsi que pour le réseau Renault. Mais maintenant, on offre de plus en plus de services. Il faut savoir que le secteur automobile a tendance à évoluer. Auparavant, c'était plus effectivement, on était propriétaire du véhicule. Maintenant, c'est plus la location qu'on fait, que nous faisons. Pour les particuliers, il y a 2 ans, effectivement, 80% des financements, c'était des crédits classiques. Maintenant, on a une part plus importante de location pour le particulier plutôt que donc, des financements. Alors, nous avons des systèmes experts donc, dans les 2 cas, pour les particuliers donc, depuis 1994 à la DIAC et pour l'entreprise depuis 2000. Bonjour, je m'appelle François Lenné et donc je suis un des dirigeants de l'entreprise GeoForecast, dont le nom indique géolocalisation et forecast prévision. Et nous sommes effectivement une start-up d'une dizaine de personnes à peu près, spécialisée dans l'intelligence artificielle, l'analytique, appliquée à la géolocalisation d'un côté et à la prédiction qu'on utilise d'ailleurs pour les cas d'usage de géolocalisation également. Et en fait, on a 2 plateformes qu'on utilise pour différents cas d'usage. Une plateforme Score4Biz qui donc permet de créer des scores de prédiction pour différents problèmes business, qui a été développée sur la base de technologies issues de Télécom Paris Tech, où j'enseigne au Master Big Data la création de valeur. Et puis une plateforme GeoForecast qui travaille, elle, plutôt sur les problématiques directement de géolocalisation, avec par exemple une carte origine-destination, comme on le voit ici. Alors pour donner peut-être 2 mots sur la plateforme qui a été utilisée pour faire les travaux qui vont être présentés après. Donc c'est une plateforme analytique qui utilise des algorithmes spécifiques, optimaux pour la création de scores et qui permet donc de prendre d'un bout à l'autre en main des données avec une phase de prise en main de la donnée, comme ça a été exposé juste avant. La compréhension de la donnée, sa description est évidemment très importante pour ne pas faire fausse route en prédisant des choses avec des données mal appropriées. Elle permet également donc de créer des scores, et si vous êtes un petit peu analytique, ces courbes qu'on appelle des courbes ROC sont des courbes qui permettent de voir la performance des prédictions construites avec les modèles. On peut également faire de la productivité en construisant d'emblée tout un groupe de modèles ensemble et voir dans ce nuage ici, chaque nuage, chaque point est un score, de comprendre quels sont les scores les plus utiles ou pas, et puis de comprendre ensuite, de revenir dans le monde entre guillemets réel, où on décrit les individus et les objets avec leur âge, leur revenu moyen, etc., de comprendre quelles sont les variables importantes et d'avoir d'atteindre ou de tendre vers ce buzzword entre guillemets du moment qui est l'intelligence artificielle compréhensible, et puis ensuite de passer en production. Alors ça, c'est un point très important. En fait, ce qu'on constate, c'est qu'il y a beaucoup d'organisations qui aujourd'hui encore peinent à passer en production les travaux qu'ils mènent en intelligence artificielle. Il y a beaucoup de POC et il y a finalement très peu il y a souvent des difficultés majeures à passer en production, soit pour des raisons techniques, soit pour des raisons d'organisation. Et je crois que l'exemple précédent montre bien à quel point les changements de comportement peuvent être très importants. Alors on a réalisé effectivement un POC. Alors il faut savoir que sur l'acceptation, on avait déjà fait effectivement d'autres POC avec d'autres fournisseurs. Ce qui se passe, c'est que nous, les scores, ils sont faits effectivement par ce que j'appelle RCI Bank, le corporate, et ils utilisent des régressions logistiques. On avait déjà effectivement d'autres POC qui ont été faits via des régressions logistiques, mais en fait, ça nous apportait rien de plus. Ce qui m'a un peu rassuré, ça veut dire que nos stateux, ils ne sont pas plus stupides que les autres, en fait. Avec la même façon de travailler, on obtient à peu près les mêmes résultats. Donc on a décidé, donc, en utilisant plutôt donc, l'intelligence artificielle avec François, de démarrer donc, un POC au mois de mars. Donc effectivement, on a fourni un certain nombre de données, à peu près 3 à 4 000, on a fait à peu près 1 an à 2 ans d'historique, sur une quarantaine de données que nous avons passées. Et le POC a été réalisé de mars jusqu'en octobre, le temps de valider. Alors ensuite, donc, au-delà
partir du mois d'octobre, on s'est aperçu que ça avait effectivement une valeur ajoutée. Et donc, dans ce cas-là, effectivement, ça a été validé et il y a eu l'accord pour développer le projet, donc, avec lequel a abouti effectivement 1 an après. Alors, ça a mis 1 an entre le début et la fin, mais en réalité, ça a fait qu'1 mois de charge réellement. Le problème, c'est que nos équipes informatiques étaient prises par d'autres projets, ce qui fait que ça n'a pas pu être fait avant. Et donc, c'est en production maintenant depuis le mois d'octobre 2017. Donc, on a à peu près 6 mois de mise en production sur lesquels on peut évaluer les résultats. Alors juste pour ajouter un mot de commentaire sur le slide qu'il y avait avant, pour une petite entreprise comme nous, c'est des cycles qui sont évidemment longs, voire très longs, qui sont naturels dans l'industrie. Dans toutes les grosses entreprises, notamment ce passage par la case IT est souvent un problématique ou un goulot d'étranglement important. Dans le cas qu'on voit ici, comme dans le cas précédent, la qualité de la relation, je dirais, personnelle entre les conducteurs business dans l'entreprise et les fournisseurs qu'on était en l'occurrence sont évidemment très importants. Si certains POC aboutissent ou n'aboutissent pas, c'est en grande partie aussi parce qu'il y a d'emblée une perspective business qui est apportée, qui voit la création de valeur, qui va derrière pousser jusqu'au bout pour faire tomber les obstacles éventuels, aller plus loin. Et donc ça, c'est très très important d'aborder toutes ces problématiques de mise en œuvre d'intelligence artificielle par l'angle métier et pas par l'angle technique uniquement. Ça paraît la palissade, mais le constat, en fait, c'est que ça n'est pas si évident que ça dans tous les cas. Oui, parce qu'il faut préciser que le projet n'a pas été poussé effectivement par l'informatique. C'est vraiment effectivement le client, ni l'équipe digitale ou l'équipe Data Lab. Ça a vraiment été poussé donc par nous, le métier, enfin par moi. Alors il faut savoir que pour l'acceptation donc entreprise, aujourd'hui nous avons 5 typologies donc d'entreprises. On le voit effectivement sur le graphe. Et il y en a une en particulier qui nous pose un gros problème, c'est ce qu'on appelle donc les très petites entreprises récentes, donc moins de 21 mois. Pourquoi ? Parce que sur celle-ci, effectivement, ce n'est pas les volumes plus importants, mais on a un taux de défaut qui est relativement élevé. Bon, il faut savoir qu'on parle de taux de défaut, c'est en fait 3 impayés consécutifs. Sur les entreprises, on peut effectivement savoir, même si on ne les a pas acceptées, si elles ont été en défaut, parce que 18 mois après, on vérifie si elles sont tombées en redressement judiciaire ou liquidation judiciaire. Donc on a un taux de défaut relativement élevé dessus, donc on a un taux d'acceptation automatique qui est très faible dessus, parce qu'elles sont beaucoup plus mauvaises que les autres, mais surtout, on a effectivement un indice donc, de Gini pour déterminer si le score est discriminant ou pas, qui est très faible comparé aux autres typologies. Et le gros problème, c'est qu'en fait, comme on a très peu d'informations dessus, ce score-là, dans le temps, il n'est pas du tout pérenne. Et tous les 2 ans, l'équipe corporate du score voulait refaire systématiquement le score, mais je leur ai dit c'est pas la peine, parce que de toute façon, dans 2 ans, il sera toujours pas pérenne. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de travailler effectivement avec François donc, sur ce segment d'entreprise de façon à améliorer et voir les résultats, ce qu'on pouvait obtenir. Donc pour ça, effectivement, dans le POC, on a envoyé à peu près 3 à 4 000 cas, c'est à peu près les volumes que nous avons, le nombre de demandes que nous avons par an. Voilà, alors en fait, on a donc travaillé avec l'équipe de la DIAC sur la problématique en question. On est parti, comme dans tous les exercices d'apprentissage machine, en l'occurrence d'une base de données historique constituée, les dossiers qui avaient été prêtés à ces entreprises jeunes, à ces petites entreprises jeunes depuis quelques années. Il y a eu pas mal de nettoyage de données, comme à chaque fois. La préparation et l'extraction de données propres et utilisables directement reste un exercice toujours un peu complexe. Et ensuite, on a utilisé les données en question pour réaliser des modèles d'apprentissage. Et ici, vous voyez un exemple de campagne qui a été créée, donc avec de chaque point, encore une fois, est un modèle, et on caractérise la performance du modèle. En gros, ceux qui sont dans la zone en haut à gauche, à droite pour vous, sont ceux qui sont les plus, en bas à droite, qui sont les plus intéressants, puisqu'on mesure ici à la fois la performance, l'AUC c'est l'air sous la courbe, donc plus elle est élevée, meilleur c'est. Et ici, on mesure la dispersion sur différents sous-modèles qu'on a créés. Donc, on voit un petit peu la stabilité du score, en quelque sorte. Et donc, ces vues automatisées, enfin, générées automatiquement, permettent d'explorer l'espace des différents modèles possibles et de choisir les modèles qui semblent les meilleurs. À quoi vois-tu la stabilité du score, François ? Pardon ? À quoi vois-tu la stabilité du score sur Alors, la stabilité du score, c'est ce qu'on appelle ici l'écart type sur les AUC local test. En fait,
pour réaliser de l'apprentissage machine, si on a 1 millier de données avec lesquelles on peut jouer, on va typiquement en prendre 800 pour apprendre, 200 pour tester. Sur les 200 qu'on teste, on va générer plusieurs sous-entités et regarder la performance des modèles à chaque fois. Et on va regarder la dispersion de la performance en question. D'accord, ça c'est juste pour vous montrer que je ne pose pas les questions qu'à la fin. Continuez. Voilà, donc, et voilà ici un exemple. Alors, ce n'est pas l'exemple final ultime, mais un exemple donc, de comparaison de performance des modèles obtenus. Vous voyez ici la courbe bleue qui était la courbe de performance du modèle historique. Et puis la courbe rouge, c'est la courbe des modèles d'intelligence artificielle qu'on a pu développer ici. Alors pour ceux qui ne sont pas versés complètement dans l'analytique en question, en fait, quand on construit un score prédictif, pour mesurer la performance prédictive du score, on peut s'appuyer sur ce qu'on appelle des courbes ROC, c'est-à-dire ce genre de courbes-là, qui vous disent en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que si le score prédit parfaitement les gens qui vont faire défaut et les gens qui ne vont pas faire défaut, la courbe que vous tracez à la fin suit l'angle droit supérieur ici de la courbe. Si votre score est aussi bon ou mauvais que le hasard, c'est-à-dire qu'en fait il est nul d'un point de vue prédictif, votre courbe ROC va suivre la diagonale qu'il y a ici. Et donc le sport est assez simple, il s'agit de construire des modèles qui ont une courbe le plus haut possible vers le coin supérieur ici. Et ensuite, la vraie performance se mesure en fait dans le coin inférieur ici, puisque quand vous avez 2, 3, même 10% de risque, les individus les plus risqués se trouvent vers le bas ici, et donc c'est là que la différence se fait. Ce que vous voyez ici, c'est que dès le début, la courbe rouge s'élève sensiblement au-dessus de la courbe bleue, ce qui veut dire qu'effectivement, vous avez, suivant que vous retenez les 10%, 5% hautes, vous avez une performance attendue sur le coût du risque ou la sélectivité qui est très importante, comme on peut le voir ici. Donc ça, c'est un des bénéfices de l'intelligence artificielle qui s'appuie sur le fait simplement que vous allez explorer dans l'espace des risques des zones toutes petites et que vous pouvez en attraper plein. Mais vous êtes toujours soumis aussi aux contraintes métier et business, à savoir, est-ce que les variables que vous utilisez sont autorisées ou pas? Il y a des contraintes métiers, en l'occurrence des contraintes CNIL, par exemple, qui peuvent être fortes. Et puis, la deuxième, c'est est-ce que, d'un point de vue organisationnel, ce nouveau score, qui peut être complexe, qui peut être beaucoup moins simple à exprimer que les scores précédents, reste acceptable. Et ça, c'est des questions qui ne sont pas des questions techniques, qui sont des questions d'organisation pure et simple. Je crois qu'il y en a un qui est passé avant. Il y en a un qui est passé. Voilà. Oui, et pour finir, oui, parce que les gens ont besoin de comprendre finalement d'où sortent ces fameuses courbes, quelles sont les choses qui comptent ou pas, on peut tout à fait représenter. Ici, vous voyez un exemple. On a pris donc dans les 40 variables qui nous avaient été apportées. Certaines pèsent plus lourd que d'autres pour discriminer les niveaux de risque. Et on peut regarder sur chaque variable. C'est un exemple ici. Pour les segments de risque les plus en plus importants, donc les segments 1, c'est le plus risqué, 2, c'est etc., on peut regarder la distribution statistique des valeurs de la variable en question. Et donc, on voit ici apparaître que, alors honnêtement, j'ai plus le souvenir de ce qu'est cette variable ni ce qu'est la valeur rose ici, mais qu'il y a, dans les zones les plus risquées ici, une prédominance de rose beaucoup plus forte que dans les zones de risque moyen ici, et puis ça réapparaît après. Alors ça, traduit en langage concret et courant, ça permet aux gens du métier, du marketing ou du risque, en l'occurrence, de vérifier la vraisemblance ou de vérifier que ça colle plus ou moins avec les intuitions ou l'expérience. Aujourd'hui, il faut savoir que le système, la façon dont il est fait, on a donc un score qui est modélisé, qui nous donne 3 couleurs, en fait, rouge, orange, vert, en fonction, savoir vert, c'est-à-dire qu'on gagne de l'argent, rouge, on en perd dans tous les cas, et orange, on ne couvre pas les frais liés au risque. Alors ensuite, donc, il y a des règles complémentaires qui viennent modifier effectivement la vie du score. Par exemple, quelqu'un qui va demander 1 million d'euros pour une flotte, on ne pourra pas lui accorder en automatique. Donc il ne pourra pas avoir d'acceptation directement. Et systématiquement, donc, on a une préconisation au bout de course qui est soit acceptée, à étudier ou à refuser, avec un argumentaire. Sachant qu'en fait, c'est le vendeur Renault, lui, il n'aura jamais à refuser, parce que c'est le vendeur Renault en fait, qui remonte sa proposition sur son écran, il n'aura jamais directement un refus. On mettra à étudier. C'est systématiquement, effectivement, la décision de refuser, ce sera toujours pris par un humain, c'est jamais la machine qui donnera un refus automatique.
Les acceptations, elles peuvent être en automatique. Par contre, les refus ne sont jamais en automatique. Il y a toujours, effectivement, on ne veut pas que ce soit la machine qui décide systématiquement. D'autant plus qu'aujourd'hui, on a une forte pression, on va dire, commerciale de Renault pour faire le plus possible de volume. Alors, il faut savoir que le vendeur Renault, il n'est pas obligé de travailler avec la DIAC. Même si on est filiale à 100% donc de Renault, le vendeur peut très bien travailler avec une autre banque. On n'a pas cette obligation-là. Alors ensuite, on a des données effectivement qui ont été passées, certaines qu'on ne pouvait pas passer effectivement donc, à Cetadata. Donc c'est pour ça qu'il fallait limiter. Et puis on avait des contraintes par rapport à la CNIL parce qu'on avait des déclarations CNIL qui étaient faites. Donc il ne fallait pas rajouter des données par rapport à cela. Et puis on a également des contraintes par rapport aux régulateurs. Effectivement, les autorités de contrôle, c'est que ça avait déjà été validé précédemment via les régulations logistiques. Et c'est pour ça effectivement que le score d'octroi au départ, il tenait en compte les variables. Alors, le score de comportement pour les calculs de fonds propres pour BAL 2 tenait compte du score d'octroi. Maintenant, on a changé depuis. Effectivement, ça n'en tient plus compte de manière à ce que quand on modifie l'octroi, on n'ait pas à avoir un impact important sur effectivement les calculs de fonds propres. Je vais te laisser continuer sur... Voilà, et donc toutes ces contraintes métiers ont leur contrepartie évidemment sur la solution technique ou la façon de la mettre en œuvre. Il faut respecter, il faut être entre guillemets à frottement doux dans l'organisation pour pouvoir impliquer du changement, mais de façon la plus acceptable possible, la plus douce. Et donc ici, voilà tout un tas de contraintes auxquelles on a dû faire face effectivement. Et ça, en fait, je le dis toujours dans mes cours à Télécom, et on l'a constaté une fois de plus ici, la complexité de créer de la valeur par l'intelligence artificielle ou par le big data dans des organisations, c'est souvent à moins de 50% des problèmes techniques, de qualité de la donnée, etc. et à au moins 50% des questions d'organisation, d'acceptabilité, de montage à la fois du projet et puis de déploiement de la solution ensuite. Et donc ça, c'est des choses qui sont très importantes, qui se sont retrouvées ici. Ce qui veut dire que si vous voulez mener des projets d'intelligence artificielle et avoir une chance de les déployer en production effectivement, en fait, il faut concevoir l'équipe qui va conduire le projet dès le départ, en mettant dedans tous les ingrédients, notamment humains, de support extérieur, mais également les ingrédients cœur dans l'équipe, qui vont avoir toute la capacité de porter jusqu'au-delà, et donc de voir et d'anticiper toutes les barrières techniques ou humaines pour aller jusqu'au déploiement ultime. Voilà un exemple ici de... Il en manque un. Ouais, pardon, je vais un peu vite. Oui. Il faut savoir qu'on avait aussi une contrainte, effectivement, par rapport au délai de réponse. Parce que le vendeur, il veut sa réponse tout de suite. Donc c'est pour ça qu'il y avait en plus une contrainte qui a été demandée donc, à Cetadata, c'est avoir une réponse quand on les appelait. Il fallait qu'ils répondent en moins d'une seconde. Voilà. Alors on voulait surtout avoir un historique de traçabilité des modifications. Ça, effectivement, c'est le plus compliqué. C'est-à-dire, si on a une dégradation, ça va expliquer pourquoi on a une dégradation. Et ça, par rapport au métier ou aux autorités de contrôle, on va dire c'est un point le plus dur à expliquer. Là, je vois, par exemple, j'ai un audit actuellement sur l'acceptation entreprise. Et c'est vrai qu'ils me demandent à chaque fois pourquoi il y a une dégradation à telle date. Et c'est pas toujours simple, effectivement, à expliquer. Avec les réactions logistiques, c'était un peu plus facile. Effectivement, même si pour eux ça semblait un peu compliqué, mais on est obligé de pouvoir expliquer effectivement pourquoi il y a tel changement à tel moment. Ce qu'il faut savoir, donc, c'est la décision finale, donc c'est toujours les analystes financiers qui donnent la décision sur le dossier. C'est-à-dire que les dossiers remontent au niveau des plateformes. Les plateformes, si ça a étudié, décident de le soumettre aux analystes financiers, et c'est les analystes financiers après qui donnent leur réponse. Voilà. Et on avait effectivement une charge importante en 2017. Donc sur les projets, en particulier à cause des projets réglementaires, on avait 2 gros projets réglementaires, ce qui fait que le projet, ça a été un peu long à se mettre en place. Alors, comme je le disais, une des problématiques, enfin le taux de transformation des POC de Big Data ou d'intelligence artificielle en projets déployés est souvent assez faible. Il y a pas mal de raisons possibles à ça. L'une des raisons, c'est l'informatique. Et ça dépend un petit peu des métiers. Dans la finance, dans la banque, en fait, tous les travaux statistiques de score sont des choses qui sont maintenant bien connues et pratiquées de longue date. Et donc, il y avait des chaînes de scoring et de mise en production de score qui existent depuis longtemps, mais il y avait une règle statistique, une méthode statistique qui s'est imposée comme étalon or depuis très longtemps, qui était utilisée partout de manière absolue, qui était la régression logistique. Et cette présence, cette domination était tellement forte qu'elle a fini par en fait sédimenter
l'architecture des systèmes informatiques même pour être faite pour l'optimisation de la mise en œuvre de règles logistiques. Or, les nouveaux algorithmes de type machine, d'apprentissage machine, etc., n'ont pas du tout, d'un point de vue structurel, une ressemblance avec la régression de logistique. Et donc ça amène naturellement, quand on veut utiliser ce genre de composants dans les chaînes de décision, à repenser les plateformes informatiques, ce qui, dans des grosses organisations, est souvent extraordinairement long et met un délai important au déploiement éventuel. Alors, une solution possible, qui est celle qu'on propose nous, c'est d'utiliser des formes de services web. Donc là, ça n'a rien à voir avec l'intelligence artificielle, on pourrait mettre n'importe quoi au bout de la chaîne, mais en utilisant des services web, on crée en fait un serveur extérieur qui peut être appelé par l'informatique, en l'occurrence de la DIAC. Et là, on a tout à coup une transformation qui reste à faire, mais qui est beaucoup plus légère, puisqu'on a une interface d'appel. Il suffit de programmer quelques éléments d'appel et d'utiliser le résultat qui est envoyé ensuite dans les systèmes de décision de la DIAC, ce qui laisse le temps à la DIAC, si elle le souhaite, de changer l'architecture de son système informatique pour s'adapter aux nouvelles formes de composants et de méthodes qui vont être employées. Donc ça, c'est un des outils qui lève certains obstacles, dans certains cas, effectivement. Alors, un autre point important, on l'a vu ce matin déjà dans des discussions, c'est cette fameuse intelligence artificielle compréhensible ou explicable. C'est un débat que j'observe avec intérêt, qui a monté en puissance, qui me laisse quelquefois un peu perplexe. Je pense qu'il est très justifié sans doute dans certains cas particuliers. Dans d'autres cas, je me demande si ce n'est pas juste une question de maturité. En fait, ce que vous avez fait est entièrement explicable, puisque vous êtes capable d'expliquer le refus. Alors justement, en fait, quand on prend du recul, aujourd'hui, quand la mère Michu monte dans sa voiture, qu'elle tourne la clé de contact, le moteur démarre. Je pense qu'elle est totalement incapable d'expliquer comment sa voiture démarre, comment les organes se relient entre eux pour que l'allumage, le carburateur, etc. se mettent en route ensemble. Et pourtant, ça ne pose question à personne. Et franchement, les risques que ça tombe en panne, que ça déraille, etc., pourraient être perçus comme énormes. Aujourd'hui, on bénéficie de recul et la chose est évidemment acceptée et personne ne se pose de questions. Sans doute, dans beaucoup de domaines, dans l'intelligence artificielle, on est face à la même chose, c'est-à-dire que c'est juste une question d'apprentissage ou d'acceptation du risque face à quelque chose de nouveau. Mais la deuxième source d'étonnement, c'est que quelquefois on voudrait comprendre, et comprendre, ça impliquerait d'avoir la même transparence de lisibilité sur les algorithmes eux-mêmes que quand on écrivait la règle de régression logistique, qui effectivement est souvent une règle linéaire de variables, donc ça paraît entre guillemets très simple. Mais comprendre, ça peut être aussi regarder le résultat et comprendre quelles sont les variables qui le font bouger, dans quel sens, sans avoir la possibilité d'écrire manuellement la règle soi-même, effectivement. Or, quand on apprend cette approche-là, sur des scores qui sont effectivement, nos objets mathématiques sont, entre guillemets, très complexes, c'est-à-dire que si on pourrait vous écrire la règle complète, ce serait un tome de la Pléiade à peu près, si vous vouliez prendre tous les enchaînements d'arbres et de règles qu'on a utilisés. Je pense qu'on pourrait argumenter que c'est communicable, ça sert à personne. Par contre, d'un point de vue concret, si un individu est évalué sur une vingtaine de variables, par exemple ici, et qu'on veut comprendre pourquoi il est refusé au terme du scoring qu'il y a ici, on peut tout à fait faire une sensibilité sur chacune des variables en question, se dire, bon, il y a certaines variables qui ne bougent pas, par exemple on pourrait se dire, l'âge ça ne bouge pas, par contre le revenu ça pourrait bouger, et on regarde en mettant plus 10% ou moins 10% sur le revenu, quel est le score atteint, et du coup on voit les variables qui amènent l'individu dans la zone rouge de refus du score, ou pas dans la zone rouge, et ça finalement c'est la machine qui le fait, mais le résultat pour l'humain est aussi interprétable et communicable que ça l'était par la règle de logistique avant. Donc ça c'est des choses qui sont tout à fait faisables, qui du coup lèvent dans certains cas des barrières qui sont plus des tigres en papier que de véritables objectifs à mon avis. Donc pour la mise en œuvre, en fait, on a décidé de ne pas le mettre au niveau du score, cette nouvelle donnée, ce nouveau score, par contre de le mettre en tant que règle complémentaire. Donc un deuxième score qui venait en fait en complément. Donc ça évitait effectivement l'équipe corporate de travailler dessus, parce que de toute façon ils n'avaient pas les disponibilités compte tenu de leur charge de travail, et ça permettait également d'éviter par rapport au régulateur de refaire une séance de validation. Et ça a été validé effectivement chez nous en comité des risques, donc pour vérifier qu'au niveau économique ça valait le coup. Il faut savoir que moi, en fait, en général, ce qu'on me demande chaque année, c'est d'augmenter le plus possible l'acceptation automatique sans augmenter le risque.
Augmenter l'acceptation automatique, c'est facile. À la limite, je pourrais tout accepter. Sauf que si après, on a beaucoup plus de clients qui se retrouvent au contentieux, ça ne vaut pas le coup. Et c'est vrai qu'en 2017, on m'a dit que côté entreprise, il y aura 10% de volume en plus. Mais par contre, les analystes financiers, ils n'auront pas des effectifs supplémentaires. Donc comme c'était important de donner des réponses rapides aux vendeurs, il fallait absolument trouver une solution pour améliorer l'acceptation automatique. Donc on peut déjà faire effectivement voir l'impact donc, au bout de 6 mois. Alors, il faut savoir que les temps de réponse ils sont conformes effectivement à ce qui avait été fait dans le POC. On a bien 4 à 5 points d'acceptation automatique en plus comme prévu. Par contre, au niveau du défaut, c'est encore trop tôt pour dire si effectivement on a le même niveau de risque, parce qu'on n'a en moyenne que 4 mois de recul, 3 à 4 mois de recul, et le défaut, on l'analyse plutôt à 18 mois. Donc il faudra attendre un tout petit peu pour savoir. Par contre, ce que je peux dire, c'est que ceux qui ont été acceptés grâce à, donc, au nouveau score, à Score Forbes, pour l'instant, il n'y en a aucun qui est au contentieux. C'est la seule chose que je peux dire par rapport, effectivement. Donc au niveau de l'acceptation automatique, on est conforme aux prévisions. Pour le risque, il faudra attendre un an pour savoir si c'est conforme aux prévisions ou pas. Voilà, si je résume moi, de mon côté l'expérience qu'on a pu avoir, et s'il y a un message un peu généralisable pour vous, c'est qu'effectivement aujourd'hui, et je pense que la présence de tous les exposants ici en est bien la preuve, il y a des solutions techniques qui sont matures, qui sont stables, qui sont au point. Malgré tout, l'intelligence artificielle, c'est une voiture de course en termes de construction, de prévision, etc. Donc, il faut des vrais professionnels de la data, alors que ce soit interne ou externe, mais il faut aller manipuler ça avec soin, parce qu'autrement, on peut faire des contre-vérités énormes. Mais je dirais, il y a des solutions techniques qui sont matures, il y a de l'expertise technique qui est disponible. Mais ensuite, au-delà de ça, pour aller vraiment créer de la valeur business avec, il faut des éléments, des ingrédients de volonté de transformation et d'organisation qui sont bien au point et qui sont particulières. C'est des choses qui se construisent. De mon point de vue, nous qui avons travaillé avec pas mal de banques, j'ai vu les banques les plus avancées de mon point de vue dans la prise en main de cette création de valeur sont des gens qui ont non seulement testé des nouvelles sources de données, testé des nouvelles méthodes algorithmiques comme celles qu'on a exposées ici, mais qui ont également revu et d'ailleurs modifié complètement leur organisation interne entre les ressources techniques, les ressources marketing et les ressources risques, qui avant étaient les 3 acteurs qui jouaient un petit peu chacun dans leur cours avec les éléments analytiques. Ils ont regroupé dans un département unique qui me paraît être une organisation effectivement particulièrement propice pour créer le rapprochement entre les métiers et la science. Donc l'organisation est également un levier très important pour créer de la valeur avec l'intelligence artificielle. Finalement, c'est l'AI qui dit oui. C'est l'AI qui dit oui. C'est-à-dire que si je comprends bien, vous avez réduit le nombre de faux négatifs sans augmenter le nombre de faux positifs. Et que du coup, vous dites oui plus souvent. Donc Oui, attention, parce que la ruche qui dit oui a fait ministre, a rendu un gars ministre. Vous, c'est l'AI qui dit oui. En résumé, oui, on peut dire ça. Oui, on peut le dire. Tout à D'accord. fait. Est-ce que vous avez des questions, mesdames et messieurs ? Il nous reste 2 minutes. J'ai posé, moi, la question des biais et du méta-overfitting. Est-ce que, en élaborant cet algorithme d'AI, vous avez eu, vous avez eu à vous prévenir de biais que vous observiez dans la démarche ou pas ? Ça fait partie effectivement des règles de conduite de cette voiture qui va un peu plus vite qu'avant. Ils veulent l'overfitting, comme vous l'appelez, c'est effectivement c'est quelque chose qui existe. C'est d'ailleurs quelque chose qui en fait est à l'œuvre, qu'il faut mettre en œuvre. Parce que les modèles d'apprentissage surapprennent par rapport à la qualité de ce qu'il y a, et par contre ils se dégradent quand on les met en test, et c'est le réglage de ce niveau de dégradation qui permet d'atteindre l'optimal. Le deuxième élément qui d'ailleurs n'est pas toujours connu dans les départements statistiques auxquels on a eu affaire, c'est le fait que la mesure de performance du score n'est pas l'air sous la courbe totale ou le coefficient de Gini, comme les gens le mesurent souvent, mais l'équivalent de ça au niveau local, c'est-à-dire juste vers le début de la courbe, comme je le montrais avant. En fait, si vous avez 5% de défaut, le vrai modèle optimal, c'est celui qui va optimiser l'air sous la courbe, entre guillemets, au taux de défaut de 5%, et pas l'air sous la courbe totale. Et donc, c'est une mesure un peu particulière
qu'on a mise en œuvre, nous, dans notre modèle, ce qui fait partie des paramètres de choix, et ce qui ne donne pas le même résultat exactement si on oublie de le mettre en œuvre dedans. Oui, parce qu'il faut savoir qu'en bout de course, depuis que ça a été mis en place, il y a toujours à peu près le même pourcentage qui est refusé. Sauf qu'a priori, on doit mieux accepter que précédemment en bout de course, parce que il y a effectivement plus d'acceptation automatique, mais le nombre de refus au final par l'utilisateur, c'est toujours le même. Le pourcentage de refusés. À part le conseiller augmenté, en quelque sorte. Tout à fait, oui. Tout à fait. Et que du coup, c'est l'humain qui dit non. C'est l'AI qui dit oui et l'humain qui dit non. Oui, c'est ça. Ah bah d'accord, pourquoi pas. Il me reste, mesdames et messieurs, à remercier toute l'équipe de la régie, et Dieu sait que vous êtes nombreux, à remercier Kenza, Roman, et surtout Clémence Simelide, sans laquelle le robot que je suis n'aurait pu, assez artificiellement parfois, faire semblant de vous montrer de l'intelligence. Merci, je vous prie d'applaudir François Lenné, Monsieur Van den Hove et toute l'équipe. Au revoir et à l'année prochaine.